si le conflit sur le continent européen continuait, perdurait ou s'il s'étendait. En termes de soins de santé, cette hypothèse aurait des répercussions pour de nombreux pays qui ne seraient pas des pays en guerre. L'accueil des patients, le nombre de réfugiés importants en provenance de zones touchées s'accompagnerait de défis logistiques et organisationnels pour ces pays. Monsieur le Président, c'est l'organisateur de ce symposium qui va nous proposer des pistes de travail. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'introduire le lieutenant-général Pierre Nerings. Comme on vient de le dire, le beau programme que vous avez entendu aujourd'hui, c'est lui qui l'a bâti et je le remercie encore chaleureusement. Donc, il est issu de l'école royale des cadets qu'il avait rejoint à l'âge de 15 ans. Il a fait des études de médecine à l'UNAMUR et à UCL Louvain. Dr Pierre Nerings s'est affecté dans une unité de reconnaissance des forces belges en Allemagne où il exerce la médecine générale au profit des militaires et de leur famille. Après, alors, il est devenu un véritable globe-trotteur, comme vous allez voir, rapidement en raison des opérations militaires auxquelles il participe dans les Balkans, au Congo, au Rwanda, au Liban et en Afghanistan. Il s'oriente vers la médecine d'urgence qu'il pratique au service des urgences de l'hôpital de Mogodine. Il était impliqué dans la formation à la médecine de combat des personnels de santé de la défense, ainsi que dans les formations de l'UC Louvain et de la KU Leuven pour la prise en charge des victimes de catastrophes. Il a assuré le commandement de l'unité médicale opérationnelle, la direction de l'hôpital militaire Rennes-Astrid et enfin de l'ensemble du service militaire, du service médical militaire. Alors, il termine sa carrière active en septembre de cette année, bonne retraite, après 46 ans de service au pays, dit-il. Il assure aujourd'hui et poursuivra dans le futur la fonction de secrétaire général du Comité international de médecine militaire, une organisation intergouvernementale qui regroupe 118 services médico-militaires du monde entier. Et donc il va nous faire part de sa grande expérience dans une conférence intitulée donc, les défis organisationnels et logistiques lors d'afflux massifs de blessés civils et évacués. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aborderai donc cette petite causerie sur les conséquences d'un conflit armé sur notre système de santé. Les défis sont énormes et je tiens à allumer une petite lampe qui pourrait stimuler cette réflexion. Je partirai d'un scénario fictif avec point d'interrogation, de démontrer la déstabilisation que le conflit a sur le pays concerné, que les défis sanitaires d'un pays en guerre et des blessés d'une guerre au XXIe siècle, pour vous montrer ce qui se passe pour l'instant en Ukraine, l'impact sur le système de santé à distance, et j'essaierai d'évoquer quelques pistes de notre résilience nationale. Ce qui donne le fil rouge de cet exposé, c'est en fait de ne pas oublier que la Belgique fait partie d'une alliance et d'une union politique et militaire. Nous avons donc là des obligations. Prenons ce scénario fictif où un pays appelé Redland attaque un pays appelé Blueland. Cela génère au sein de ce pays un impact majeur sur le système de santé, avec un flux de patients civils et militaires, avec une nécessité de prioriser les soins, de réorienter certains soins, de se poser des questions que va-t-on encore pouvoir faire en matière de cancérologie ou de greffe d'organes. Et c'est surtout une demande d'assistance. Une deuxième phase va se produire, c'est qu'il va y avoir des mouvements plus ou moins contrôlés vers le pays voisin. Et donc le pays voisin de Redland va recevoir lui aussi un certain nombre de patients, lui aussi un certain nombre de réfugiés. Mais ça ne suffira sans doute pas. Et il y aura une évacuation plus loin, plus ou moins organisée, de nouveau de patients et de réfugiés vers des pays en profondeur. Et donc tout ce système va encore se compliquer si, à un certain moment, des forces alliées doivent intervenir au profit du pays qui est attaqué, avec son lot de malades et de blessés aussi, qu'il va falloir accueillir et qu'il va falloir aussi rapatrier vers les pays duquel ils profitent. Et donc cet ensemble de scénarios fictifs, vous mettez maintenant sur cette carte,
Russie, Ukraine, Pologne, Belgique, et vous avez un flux potentiel de ce qui pourrait nous arriver. Et en fait, un système de santé affecté par le conflit, ça a été déjà évoqué tout à l'heure, va certainement subir une déstabilisation majeure. D'une part, parce qu'il y aura des actions délibérées sur les infrastructures sanitaires. Ce seront des briques, mais ce seront aussi les électrons et les bytes. Vous savez ce que donne une attaque cyber sur nos structures de santé, mais le même phénomène se produit aussi dans un territoire en guerre. C'est une interruption des chaînes d'approvisionnement, c'est un afflux massif de patients et c'est une disponibilité des personnels de soins qui vont être confrontés. Cet équilibre qui existe avec 4 plateaux ici, représentés de manière un peu caricaturale, va encore se compliquer lorsque l'on émettra une potentielle intervention avec le désarmement non conventionnel que l'on a évoqué tout au long de cette matinée, de ce début d'après-midi. Cela va encore déstabiliser encore plus tant les infrastructures que les matériels et antidotes nécessaires, que le nombre de patients affectés est souvent et blessés et intoxiqués, avec un impact majeur sur le personnel de soins en matière de connaissances, mais aussi en matière de fatigue morale. Quels sont les défis sanitaires auxquels sont confrontés Blue Land? C'est une perte massive de civils et de militaires. Les chiffres ne sont pas publiés. Les chiffres ne sont pas publiés pour des raisons qu'on appelle en langage militaire secret operation. Et aussi pour une question de propagande et de mauvaise utilisation de ces chiffres. Nous n'aurons pas, à ce stade-ci et dans les prochains mois, les nombres de patients. C'est aussi un soin prioritaire aux victimes de guerre. C'est un choix qui a été fait, évidemment, où l'on s'occupera principalement des blessés de guerre. C'est une énorme difficulté sur un territoire d'un pays de transférer et de faire transporter des patients d'un hôpital A vers un hôpital B ou d'une ligne de front vers un hôpital C. C'est surtout la coordination entre les systèmes militaires et les systèmes civils de soins de santé, ceux qui sont directement sur la ligne de front et ceux qui sont en arrière, en appui, tant pour les patients tant pour les patients civils que pour les patients militaires. C'est aussi faire face à des attaques sur des infrastructures critiques. Nos collègues ukrainiens doivent opérer sans électricité. Et donc c'est à l'allure de l'heure de cloche. C'est un phénomène que le Dr. Leck a certainement rencontré dans les zones de conflit, mais là, ça fait un an que ça dure. Et donc on répare, mais il y a des interventions qui se passent sous la lampe torche. C'est aussi le système d'armes lourdes, où les systèmes d'armes actuels sont de plus en plus performants dans un côté du monde, mais restent des systèmes non précis dans une autre partie du monde. Et là où on peut s'étonner de la technique de combat utilisée, c'est une politique de la terre brûlée, et donc terre brûlée veut dire tout raser. Et avec toutes les conséquences que cela a, et c'est ce qui affecte nos collègues actuellement. La menace, et j'utilise le mot menace parce qu'il n'y a pas encore de signaux ou d'indicateurs qui nous parlent de cet emploi des armes non conventionnelles. L'impact des conditions météorologiques est énorme, et donc un certain nombre de soins n'ont pas pu se faire dans des conditions optimales, faute d'eau courante. Les problèmes de réhabilitation et de santé mentale des patients est prégnante. Ça se passe déjà maintenant. Il faut déjà entamer tous ces processus de réhabilitation. Et ça va encore durer un paquet d'années. Sans oublier qu'avec tous les conflits, tous les dégâts causés par la guerre, quel va être l'impact de la pollution sur les sols et sur la santé par la suite dans les années qui vont venir. Et donc, ce système Blue Land est bouleversé, et donc il faut absolument faire appel à l'aide internationale.
Alors, juste pour vous donner un exemple de nombre, nous utilisons à l'OTAN un système qui nous permet d'évaluer ou d'anticiper ce que l'on appellera le Total Battle Casualty Rate. C'est en fait des chiffres qui ont été éprouvés sur base de l'histoire militaire et l'histoire médicale militaire que nous avons connue. C'est aussi affiné de plus en plus maintenant et c'est un logiciel qui nous permet d'anticiper et de voir approximativement ce que pourrait représenter le nombre de patients ou le pourcentage de patients dans une opération militaire. Alors, on va se focaliser sur les cadres, où pour l'instant, dans ce qu'on appellera les opérations article 5, c'est-à-dire la guerre ou l'entrée en guerre de l'OTAN, et donc suite à une attaque sur un des membres de l'organisation, ce sont les opérations de combat. Et ce ne sont plus les opérations telles que nous avons connues en Afrique ou telles que nous avons connues en Afghanistan. Nous sommes clairement dans une situation de combat. Il y aura 20% estimation, 20% de morts sur tous les militaires concernés. Il y aura 8%, une petite dizaine de pourcents qui seront considérés comme perdus en action ou capturés. Et il y aura approximativement 72% de blessés sur une unité militaire engagée. Nous descendons d'un cran et dans les types d'unités militaires, je ne me focaliserai ici que sur le niveau de brigade au combat. On dit que pour une brigade de combat, soit nous aurons affaire à une opération défensive, soit nous aurons affaire à une opération offensive, et il y aura approximativement par 1000 soldats, 27 qui seront blessés dans les opérations défensives et 52 ou 33 qui seront blessés dans les opérations offensives. Alors, je vais vous traduire ce que ça veut dire. Une brigade, c'est à peu près 4000 hommes. 4000 hommes qui sont mis au front. Et il y aura donc une centaine de battle casualties. Il y aura 22 morts approximativement, et il y aura 70 blessés si nous nous défendons. Et si cette brigade est en attaque, il y aura approximativement 150 blessés par jour. Lorsque l'on considère un front, et prenons un exemple d'une centaine de kilomètres, sur une centaine de kilomètres, nous allons mettre 4 brigades en ligne et 4 brigades au combat. Ce qui nous emmènera à approximativement entre 100 et 167 morts par jour, et entre 300 et 600 blessés. Ce sont une estimation qui pourrait être considérée comme un peu irréaliste, mais je vous assure, et je vais vous démontrer, que ce ne l'est pas du tout. Si vous comptez maintenant que ce pays est en guerre avec 4 brigades de combat pendant 1 an, et bien vous faites tout ça fois 365. Il faut savoir qu'il y a des phases. Il y a des phases plus intenses de combat et des phases plus de pause. Mais il n'empêche que ce sont des chiffres de moyenne qui nous servent, à une planification du nombre d'hôpitaux que nous devons déployer, du nombre d'équipes chirurgicales que nous devons déployer. Et je vous assure que pour une opération d'article 5, quasi aucun pays de l'OTAN est capable seul d'assurer ce type d'appui. Alors, en fait, que se passe-t-il lors d'une guerre au XXIe siècle? Ces pourcentages dont je vais vous parler datent d'il y a à peu près 3 semaines, au moment où je rencontrais ma collègue ukrainienne et que nous avons discuté donc au sein de l'OTAN des soucis qui nous avaient à compléter leur capacité ou de compléter leur matériel. Il y a actuellement, sur les troupes ukrainiennes au combat, 20% de morts et 81% de blessés. Quand je reprends mon graphique précédent, nous sommes approximativement dans les proportions évoquées. Dans ces pertes au combat, il y en a 4% qui sont liés aux mines. Pourquoi? Parce qu'on a miné les champs qui sont en ligne de front. Les populations se sont reculées et comme celui qui
mine connaît l'emplacement de ces champs de mines, il y a pour l'instant pas beaucoup en termes de pourcentage de blessés par mine seul. Cela viendra sans doute dans les années qui vont venir, lorsqu'on va oublier où étaient les champs de mines, ou lorsque le pays attaqué va modifier le champ de mine. Et c'est ce que j'ai vécu dans les Balkans, ils ont perdu des soldats parce que le champ de mine posé par un pays avait été de nuit transformé et les soldats qui croyaient passer par un passage safe ont effectivement sauté sur les mines que l'ennemi avait modifiées. Seulement 5% sont uniquement blessés par balle. Par contre, la majorité, 90%, c'est des polycriblés. On va les appeler comme ça, ce que le docteur Vanek évoquait tout à l'heure. En termes de gravité, il y a 16% de rouge. Nous ne sommes pas très loin de ce que vous disiez, encore que vous étiez un peu en bas. De nouveau, cela va dépendre de l'intensité des combats et des systèmes d'armes utilisés. Il y a 40% de patients modérés et il y a 44% de blessures mineures. Ce qui veut dire que dans les 56% de sévères et de modérés, il y a encore une vingtaine de pourcents de gens qui doivent être opérés. Tous les blessés sévères ou modérés ne sont pas nécessairement des patients chirurgicaux, ou ne le sont pas immédiatement, ou s'ils ont été opérés, le deviendront peut-être par la suite. Nous connaissons la distribution de la mortalité pour des blessures de guerre. Ces 10 premières minutes sont cruciales, l'heure suivante est cruciale, les 3 semaines suivantes sont cruciales parce que ça va s'infecter et ça va évoluer vers des pathologies intensives, de médecine intensive de type insuffisance multi-organique. Et lorsqu'on regarde les localisations de ces blessures, eh bien on constate que beaucoup de blessures concernent les membres supérieurs et les membres inférieurs. Chez les soldats, c'est presque ce qu'il fallait attendre puisqu'ils sont protégés avec leur casque, leur protection balistique. Mais dans l'ensemble, c'est ce que l'on constate aussi, c'est sur les populations civiles. Des blessés avec, bien sûr, soit des plaies thoraciques, soit des blessures multiples, donc près de 58-60% au niveau des membres, et en sachant qu'il y a encore 15% de blessures multiples qui s'ajouteront à tout ça. Ne prenez pas ces chiffres comme des chiffres revus ou pour une publication scientifique. C'est simplement un relevé et on ne peut pas demander à nos collègues qui sont au feu pour l'instant de donner des statistiques tout à fait cohérentes. Voilà seulement l'idée de ce type de pathologie que l'on voit dans une guerre du XXIe siècle. C'est donc un impact potentiel pour les services de santé à distance, ce que j'appellerais dans la profondeur. Et lorsque vous regardez la carte de la profondeur entre le flanc est et le flanc ouest de notre union ou de notre alliance, nous allons faire face clairement pour la médecine de première ligne, à des afflux massifs de réfugiés, femmes, enfants, plus personnes âgées, qui nous rejoignent peut-être avec un état de santé précaire au départ. Puisqu'ils quittent un pays, ils n'ont peut-être plus leur traitement, ils n'ont peut-être pas pu le prendre, leur traitement avec eux, où il n'y avait plus de pharmacie opérationnelle. Ce sont des pathologies infectieuses importées vraisemblables. Pour rappel, nous avons quelques cas de tuberculose résistante dans certains centres de réfugiés ou dans certaines familles, chose qui est prise en charge par la médecine générale, mais qui n'était pas nécessairement préparée à cela. C'est comment enregistre-t-on ces gens, comment leur donne-t-on une identité en termes de santé. C'est aussi comment le financer, et c'est comment pour ce type de personnes allons-nous communiquer avec eux. Pour la deuxième ligne et les soins hospitaliers, c'est une autre affaire. C'est une apparition de blessures de guerre. Ce sont différentes spécialités nécessaires, telles qu'elles ont été évoquées. Si dans notre schéma classique d'approche d'un patient, ce type de patient devait être pris en charge chez nous, nous allons avoir besoin de combien de chirurgiens spécialisés pour l'orthopédie et les membres inférieurs et le vasculaire.
l'abdominal, le thoracique et vraisemblablement le crânien, la photo ne le montrant pas. Et donc, cette approche de chirurgie de contrôle du dommage, telle qu'elle est enseignée dans les cours comme celui du professeur de Renac et de Dr. ce sont des gestes de sauvetage de la vie. Et puis, nous verrons plus loin, or, dans notre approche belge, un patient qui rentre en salle d'opération doit ressortir au terme d'une prestation définitive. Il est censé terminer l'acte en terminant le soin. Dans cette médecine, dans cette chirurgie de guerre en particulier, ce n'est pas le cas. Il y aura des reprises successives de ce type de patient. Mais quelle va être la problématique du sang? Lorsque nous comptons en milieu militaire qu'il faut approximativement 10 poches de sang par blessé par chirurgie grave et a fortiori hémorragique, des patients en choc. Si vous en recevez 10 par jour, ça vous fait 100 poches de sang par jour, pour peut-être pour plusieurs postes de chirurgie où ces 10 poches x 10 sont nécessaires. Ça vous fait une demande en stock de produits sanguins qui est énorme, ce qui pose la question quelle va être une surge capacity, notre capacité d'améliorer les stocks, et ce sera l'objet de la conférence suivante. Comment planifier ce genre de problématiques ensemble, médicaments, en priorité des soins, qui va-t-on ne pas soigner, quel programme opératoire va-t-on arrêter pour pouvoir s'occuper de ces gens-là. La suite de la gestion des données médicales, la validation et la communication, c'est... Mais imaginons que ça nous arrive dans un contexte actuel où quelque part notre système est déjà surchargé, ou en tout cas très bien chargé, quand notre personnel de soins est relativement surmené, quand nos niveaux de stock sont à flux tendu, et quand nos formations, comme cela a été évoqué, est hyper spécialisée pour faire une médecine de très haute qualité. Et dans ces circonstances-là, est-ce encore relevant? Et sans parler du financement qu'il va falloir envisager pour ce type de patient. Ce qui posera la question, nous avons ces obligations dans le cadre de nos activités d'affiliation internationale. Quel type de pathologie est-on capable de prendre en Belgique? Dans quel dimensionnement, combien? Et où va-t-on les prendre? Où va-t-on les prendre en charge? Alors, il y en aura-t-il 100, il y en aura-t-il 1000? Posons-nous d'abord la question de fond. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est prêt? Et où peut-on envisager tout cela sur ce type de patient? Ce n'est pas une réponse à laquelle il y a, ce n'est pas une question à laquelle il y a une réponse immédiate. Que dit l'Association internationale de la sécurité sociale dans un rapport d'avril 2021 qui terminait l'analyse post-Covid de la résilience des systèmes? Et vous reprenez ces conclusions, vous les mettez en face de la réalité de la médecine de guerre. C'est la mobilisation de financement supplémentaire, c'est la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en fourniture, c'est l'augmentation des personnels, et c'est clairement développer des solutions numériques, quand bien même nous prenons un risque sur les bytes pour gérer le système. L'OTAN a aussi demandé une étude en collaboration avec Harvard, et c'était expliqué la semaine dernière, bon, c'est vraiment quelque chose de très frais. Il est clair que nous sommes dans notre approche nationale, nous ne sommes pas prêts au niveau des 31 pays de l'Alliance de pouvoir garantir que tout peut être couvert. On n'est pas prêt. Et il y a des propositions pour dire comment réfléchir. On a évoqué ce matin le scénario-based approach, de dire ok, s'il y avait 1000 réfugiés qui se présentaient à la frontière et qu'on était obligé de prendre en compte parce que ça fait partie de nos engagements par rapport à l'Europe, par exemple, comment allons-nous faire? Ça mérite de réfléchir lors d'un exercice de simulation de scénario. C'est la coopération civilo-militaire, c'est indispensable. Nous, militaires, nous ne pouvons pas faire tout seul. Et je dirais presque que nous pouvons apporter au monde civil un certain nombre de
procédures ou techniques qui pourraient aider le monde civil à peut-être s'organiser pour pouvoir prendre ce type de situation en charge. C'est le partage de la charge. Il faut qu'on se rende compte que ce n'est pas, c'est un peu simpliste de considérer qu'à l'OTAN, les États-Unis d'Amérique vont tout faire. Nous avons une responsabilité aussi. Et c'est ensuite la lutte contre la course aux équipements, la course au matériel, ça a été évoqué tout à l'heure, pour éviter de devoir déborder sur des conflits inter-États ou des discussions pour voir qui met 200 000 € en plus sur la table pour avoir écouté le vaccin. Donc il y a du travail. Il y a du travail et je pense que pour pouvoir améliorer notre système, il faut que l'on prenne en compte ces différents flux de patients et ces modes de transport des patients. Rien que savoir, rien que se poser la question comment allons-nous emmener 50 patients depuis une frontière de l'Est de l'Europe vers notre pays. Combien de frontières vont-ils devoir traverser? Est-ce que les patients peuvent traverser autant de frontières sans contrôle particulier? Comment va-t-on médicaliser cette chaîne d'évacuation? Ah oui, mais ça charge à la charge du pays qui l'envoie. Pas sûr que le pays qui l'envoie est dans une misère encore pire que la nôtre. Donc comment organiser tous ces flux de patients? Comment organiser la distribution des patients et l'enregistrement? Comment organiser la médecine générale? Comment organiser la médecine hospitalière? Comment organiser la médecine universitaire dans ce type de situation d'afflux? Comment va-t-on dédier, oui ou non, du personnel de santé en appui de ces spécialités particulières dont on a besoin? Est-ce qu'il serait opportun de penser à des structures ou des infrastructures hospitalières dédiées pour que le reste des infrastructures hospitalières puissent sans doute prolonger ce qui doit se faire dans la gestion des pathologies classiques, et donc d'avoir des hôpitaux dédiés pour ce type de patients? Question. Comment voir et évoluer, et ça nous allons entendre dans quelques minutes, nos stocks en matière de produits sanguins, de matériel médical ou de produits médicamenteux? Comment veiller à l'échange d'informations? Ce que ma collègue ukrainienne craint un peu, c'est lorsque les patients ukrainiens sont mis dans nos hôpitaux, ils n'ont plus aucune vue, ils n'ont plus aucune communication même au plan santé de ce qui se fait. Dans quel état le patient va-t-il rentrer? Comment va-t-on gérer les données médicales de ces prises de sang, de ces analyses bactériologiques? Comment vont-ils, eux, pouvoir garantir la continuité des soins sans avoir eu de l'information médicale en retour? Comment communiquer avec des familles, au travers des ambassades, au travers de traducteurs? C'est toutes des questions à se poser. En fait, on a donc ces leçons identifiées de la guerre en Ukraine, mais quelque part, c'est aussi un peu, il y a quelques leçons là-dedans qui proviennent de la crise de la Covid-19, où on a eu aussi des problèmes de transformation dans des circonstances particulières, où on a eu des problèmes d'organisation de la médecine générale, des hôpitaux et des hôpitaux universitaires, où on n'avait pas anticipé des structures adaptées, cependant, on a dû le mettre en place à un certain moment dans certaines régions du pays. Bref, il serait important qu'on se repenche sur ces conclusions, pas nécessairement pour les critiquer, mais simplement pour reprendre ce qui était recommandé, et de sorte à avoir une préparation au plan stratégique, au niveau politique et au niveau des administrations, que ce soit la conférence interministérielle, que ce soit le risk management group, que ce soit les SPF concernés, santé publique, intérieure, nous-mêmes au ministère de la Défense, qui doit déboucher sur des recommandations à faire au niveau opérationnel, c'est-à-dire les grands organismes, les questions avec l'INAMI, comment organiser ça avec la FNPS, les contrats, comment gérer les stocks avec la Croix-Rouge de Belgique et la Royaume nationale pour constituer nos stocks ou envisager une augmentation de notre capacité de donneurs, toujours conseillé par le Conseil supérieur de la santé et l'application des ordres, parce qu'à un moment donné, il y aura aussi des choix à faire en termes éthiques ou en termes déontologiques. Il faudra éviter que l'on ait des reproches après, parce que l'ordre estime que vous n'avez pas pu
suivre tel ou tel critère ou code, article du code. Mais tout ça doit surtout, on l'a évoqué tout à l'heure, par une préparation au niveau tactique, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux, au niveau de la médecine générale. Comment va-t-on s'organiser? Et donc, comment va-t-on, au sein du groupe, au sein des réseaux, au sein des cercles de médecine générale, ou au niveau de nos universités, comment va-t-on faire tout ça? Et ça, je l'ai enlevé de mon transparent, mais tout à l'heure, le président l'a signalé, dans un esprit de ce que nous appelons le C4ISR, donc la commande de commandement, le contrôle, la maîtrise sur la chaîne de commandement. C'est ce qui nous a fait défaut au début de la crise Covid. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans une situation similaire, parce qu'on a peut-être oublié un peu trop vite les bonnes leçons du passé. Et pour parler du passé, en guise de conclusion, je terminerai en disant que la situation de 2023 n'est pas trop différente de celle de 1914. En 1914, il y a eu plein de constats, c'était une guerre mondiale. Une guerre mondiale où on a utilisé des agences CBRN. C'était donc quelque chose d'inconnu pour les soignants de l'époque. Ils ne connaissaient pas l'hypérite. Ils l'ont juste appris. Et qui, par ailleurs, dans la foulée, se sont battus contre une pandémie. Donc, quand on fait bien le tour de tout ça, qu'est-ce que nous devons encore apprendre de l'histoire? Et donc, je me permets de référer à la publication de notre collègue au sein de la compagnie, du professeur Godin, qui décrivait en 1914 ce qui s'est passé à l'hôpital de l'Océan à La Panne, où il décrit la situation d'un système de santé de 1914 comme étant quelque chose qui n'avait pas été anticipé nécessairement, où la Croix-Rouge avait organisé au profit des militaires un hôpital de campagne qui était en appui avec le docteur Derache à tout ce qui se passait sur les lignes de front d'Isère, à quelques kilomètres de là. Si vous relisez l'ouvrage du professeur Godin, vous allez trouver quelques similitudes avec ce qui existe aujourd'hui dans notre pays. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Lerix, pour ce magnifique exposé. Et maintenant, on ouvre la discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Secrétaire perpétuel. Merci beaucoup pour votre belle présentation. Vous nous avez montré combien les membres inférieurs et supérieurs sont souvent touchés, tellement gravement touchés. Est-ce que dans les recherches actuelles, dans la tentative de protection des membres supérieurs et des membres inférieurs, j'imagine que la mobilité est essentielle pour le fantassin et pour le soldat, mais n'y a-t-il pas moyen de protéger mieux les membres? Vous avez répondu à votre question. C'est pas facile, parce que la manière dont on va se protéger de soi-même et utiliser ses bras et mains ne rend pas la protection des membres supérieurs et inférieurs facile. Lorsque vous devez courir, franchir des obstacles et que vous avez des plaques de protection domestique sur vos jambes, vous allez seulement perdre en vitesse, en agilité, et à la limite, vous êtes encore plus facile à abattre par un bon sniper qui ne visera pas la tête ou qui ne visera pas les bras ou les jambes, mais visera la tête. Et donc, c'est un gros problème. C'est un gros problème, mais pour lequel il n'y a pas aujourd'hui de solution. Et ce ne sont pas les exosquelettes qui vont nous aider à améliorer ces chiffres. Je crois que c'est une tendance malheureusement classique, ce qui veut dire qu'il faut qu'on se prépare à être capable de prendre en charge cette chirurgie particulière. La notion de fixateur externe, tout le monde n'a pas, enfin chaque chirurgien n'a pas dans ses mains comment mettre un fixateur externe sur un avant-bras. Ce ne sont pas des patients super graves. Et les membres inférieurs, c'est évidemment quand il s'agit d'un membre supérieur, c'est facile. Enfin, c'est facile. Quand il s'agit d'un membre inférieur, le problème n'est pas orthopédique, le problème il est hémorragique. Et donc, comment protéger ça? Protéger mieux les zones des gros vaisseaux au niveau de l'aine, et donc les protections balistiques qui couvrent la région de l'aine pour éviter ce type d'éclat, parce que c'est aussi le shrapnel qui peut vous
vous allumez. Le problématique des propriétés, c'est impossible à résoudre. D'autres questions, oui? Dans quelles conditions est-ce qu'on déploie encore aujourd'hui un hôpital de campagne? Pas un hôtel comme celui-là, hein, mais un vrai hôpital de campagne. Dépend qui décide et dans quelles conditions? De manière doctrinale, nous déployons un hôpital de campagne pour une brigade au combat. C'est une structure de 150 lits qui comporte 2 salles de quartier opératoire et 5 lits de pré-op et post-op et qui doit fonctionner pour 10 blessés opérés par jour pendant 5 jours maximum avant de devoir être réapprovisionné. Ça, c'est la structure du type hôpital de campagne. Il y a alors maintenant une nouvelle évolution sur des structures chirurgicales plus faciles, plus vite projetables vers l'avant, au plus près de la ligne de front. Et donc, c'est ce qu'on appellera des far forward surgery, ou presque de manière, ça c'est une tente. La table que le bibliothèque a montré, c'est une pièce dans un bâtiment. C'est ce que nous avons appliqué lors de la bataille de Mossoul, où là, un chirurgien, un anesthésiste, un infirmier, un préparateur, quartier opératoire et un ambulancier, 5 personnes, sont équipés avec une table chirurgicale portable, un ventilateur, un respirateur et un monitoring intégré dans un seul et même bâtiment, qui génère lui-même son oxygène, ok, à 95% seulement. Mais c'est vraiment la structure la plus légère au plan mobilité, au plan chirurgical. Systématiquement un hôpital pour une brigade, mais on sait qu'en article 5, ça va assez. Merci. Martin, au fond, oui. Merci pour cet exposé sur la prise en charge des victimes immédiates d'un conflit, qu'il soit civil ou militaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé pour les victimes à distance, les vétérans, ceux qui ont participé à ces conflits et qui, des années plus tard, ont des problèmes connus, exposés? La politique des vétérans est une responsabilité de chaque nation. Et donc il y a un statut différent pour les vétérans américains, pour les vétérans canadiens. Mais nous avons des réunions de coordination où nous évoquons cette équivalence, pas de statut financier, mais de reconnaissance et de droits que l'on doit donner ou pas à nos vétérans ou à nos blessés de guerre. Je parle du plan militaire, je ne parle malheureusement pas des victimes civiles. Donc ces statuts existent, ils comportent un versant financier qui va couvrir les frais générés par ce que j'oserais appeler l'accident de travail. Et donc ça c'est un aspect. Il y a un aspect, et je vous jure, pour les vétérans blessés, ce qui compte, c'est pas l'argent. Il faut juste que leurs frais soient couverts, mais ils veulent une reconnaissance. Ils veulent qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils ont sacrifié. Leur mental, leurs jambes, leur famille parfois. Et c'est là où nous devons travailler sur la notion de vétéran, pas tant sur le fric, sur la reconnaissance qu'ils méritent. Ok, on a pris un peu de retard. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant, mais il y a sûrement encore des questions qui pourraient être couvertes dans la table ronde et on va passer au dernier exposé. Je passe la parole à Vanessa.